Les lecteurs du journal L'Humanité sont de moins en moins nombreux et cela vaut mieux, car pour chaque exemplaire vendu, l'État offre une subvention de 50 centimes d'euros au quotidien communiste. Oui, 50 centimes par exemplaire avec l'argent des contribuables français, avec votre argent. Alors, reprenez le pouvoir. Donnez à la presse que vous aimez, donnez à TV Liberté. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous sommes très heureux de reprendre cette année scolaire avec vous et nous tâcherons de vous offrir encore bien des trésors. Le premier de cette rentrée, eh bien, c'est le beau livre de Guylain de Diesbach. Bonjour Guylain. Bonjour Anne. Et qui s'appelle La vie des autres, sous-titré Souvenirs d'un biographe, qui est une sorte de résumé, si l'on peut, parce que c'est impossible en fait, quand on connaît l'importance de votre œuvre, de votre activité biographique. Pour ceux qui, très jeunes, ne vous connaîtraient pas encore, Guylain, je vais rappeler que vous êtes le biographe de grands personnages comme Proust et Chateaubriand, mais aussi, surtout, Lesseps, Jules Verne, Madame de Staël, la princesse Bibesco, et en dehors de ces grands personnages, vous avez écrit la biographie de vos amis chers, j'ai nommé Philippe Julian et Ferdinand Bach. Parce que vous avez en effet le sens, le goût d'autrui, comme vous le dites dans un précédent livre qui est publié chez Via Romana. La vie des autres, vous le savez, c'est le titre d'un film en Allemagne de l'Est, des gens d'Astasie épient la vie d'écrivain. Je ne l'ai su que trop tard, malheureusement. Enfin, vous n'épiez pas, ce n'est pas votre genre. Vous racontez. Cela vous est venu très jeune, ce goût des autres? Oui, je me suis toujours intéressé à ce que je voyais autour de moi, à ce que j'entendais. Et je me rappelle que ce qui m'amusait beaucoup pendant les week-ends, par exemple, mes parents allaient chez un oncle et une tante et qui recevaient pas mal de gens qui avaient les moyens pour cela. Il y avait encore du personnel, il y avait des grands déjeuners, des grands dîners. Et alors, on m'oubliait et je restais dans le fumoir à écouter les conversations des messieurs qui prédisaient l'apocalypse. C'était en 38, et je me rappelle tous ces messieurs. Mon père était dans la banque, et il y avait d'autres personnes qui avaient des activités, ou alors qui étaient des exploitants agricoles, et tout le monde prédisait l'apocalypse, et on s'appuyait sur Nostradamus. Et j'écoutais ça avec le ravissement de l'horreur, vous savez. Et après, je me rappelle que je sortais au bout d'une heure ou d'une heure et demie, j'allais me promener dans le parc, et c'était un parc avec des sapins, c'était une végétation assez triste et monotone, et je me disais, mon Dieu, que ça va être agréable, que ça va être amusant de vivre des moments tragiques. J'étais prêt à enregistrer déjà tout ce qui allait venir. Vous avez aussi la curiosité et le goût de l'expérience des personnes âgées. Oui, parce qu'en fait, ce sont les dépositaires de l'ancien présent. Oui. Si on veut s'intéresser, j'ai toujours considéré le passé comme un présent perpétuel. C'est-à-dire qu'il faut, quand j'écoutais par exemple ma grand-mère me parler de sa jeunesse, elle avait connu un poète qui était le neveu du poète officiel sous Louis-Philippe, un des poètes officiels, donc loin des grands poètes, mais qui était Latour, et qui était précepteur du duc de Montpensier. Et j'avais donc, par raccro, par Antoine de Latour, après par son neveu Albert, et que avait connu ma grand-mère, j'avais des récits sur la cour de Louis-Philippe et sur les poètes de l'époque. Ma grand-mère me racontant, par exemple, d'après toujours Latour, que quand on voulait faire sortir Musset d'un café qui allait fermer, le serveur prenait une absinthe, la mettait sur une assiette, portait l'assiette sur le trottoir, et Musset, hypnotisé par l'absinthe, sortait. À ce moment-là, on pouvait fermer les grilles.
Oui, ces existences longues ont finalement beaucoup de choses à nous apprendre. Oui, alors il y a des répercussions. Alors, il se peut quelquefois que l'incident se déforme au fil des souvenirs des uns des autres. Mais enfin, il reste une très... J'ai vécu en fait dans un 19e siècle éternellement prolongé. Alors, vous n'avez pas que le goût des personnes âgées, puisque un jour, dans une brocante, vous croisez sur le trottoir, probablement, une boîte en fer contenant des médailles militaires et la correspondance, les lettres d'un soldat mort à la guerre de 14. C'est-à-dire là où je trouve que les familles sont bien irrévérencieuses. Et j'ai failli l'acheter. Excusez ces familles, vous savez, c'est fréquent. Moi, j'ai vu au pied de ma maison une chambre entière, parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui habitait dans une chambre, toute la vie d'une femme sur le trottoir, sa correspondance, son missel, ses images de première communion, ses photos Et en fait, elle était morte sans héritier. Et donc, tout était sur le trottoir. Oui. Vous voyez ? Une femme sur le trottoir, on pourrait penser à autre chose. Oui, mais... oui. Vous avez un vilain l'esprit m'a tourné. Mais non, mais alors, je voulais acheter cela. J'ai acheté beaucoup de choses comme ça, des correspondances. Et un de mes amis qui m'accompagnait m'a dit « Tu vas encore vouloir faire sa biographie ». Alors j'y ai renoncé. Mais vous avez envie pour que le passé ne meure pas, en réalité. Vous êtes dans cette philosophie. Absolument. Vous écrivez pour que le passé ne meure pas. Pour qu'il reste quelque chose sur quoi s'appuyer. Et puis, c'est quand même quelquefois très agréable. Quand je relis des Jules Verne, par exemple, rien que les illustrations m'enchantent. Parce que c'est un autre mode de vie, c'est un autre ton. Je me rappelle une illustration, je crois que c'est dans le Tour du monde à 80 jours, où on voit Phileas Fogg impeccablement habillé, avec son domestique à côté de lui, non, avec Mrs. Adois, qu'il a sauvé d'un bûcher. Et alors, il cherche un bateau à tout prix, et on voit un matelot qui tire son bonnet respectueusement, qui dit « Je pense que votre honneur cherche un navire ». C'est un tel bon ton, ça montre c'est une image absolument parfaite du 19e siècle. Vous aimeriez que l'on vous parlât sur ce ton-là. Le troisième personnage sur le studio est justement Jules Verne. C'est lui que j'ai choisi pour être à vos côtés, Guylaine Diesbach, parce que Jules Verne a eu une importance dans votre vocation de biographe. Oui, c'était enfin une de mes premières, je dirais, une biographie éclatée. C'est-à-dire que Jules Verne n'a pas eu une vie tellement passionnante. Il a, contrairement à ce qu'on croit, fort peu voyagé, malgré qu'il ait eu un bateau. Donc j'ai voulu comprendre Jules Verne à travers ses livres et à travers ses personnages. Donc j'ai relu absolument tout Jules Verne en prenant des notes et en cataloguant tous ces héros, les Français, les Anglais, les Américains, les Russes, et ça c'est très amusant à faire. Et vous avez découvert beaucoup de choses. J'ai découvert une seule faille dans Jules Verne, c'est qu'il était pour le Nord au moment de la guerre de sécession, alors que vraiment il fallait être pour le Sud. Bien sûr, oui. Mais sinon, quelles sont vos autres découvertes? Dans Jules Verne? Oui, des personnages de Jules Verne. Qu'est-ce que disent ces personnages de l'auteur? Par exemple, ils n'aiment pas les Français. Les Français n'ont jamais de grands rôles. Les grands rôles, ce sont des Américains et surtout des Anglais. Les Anglais étaient en fait, dans son esprit, ce qu'étaient les grands patriciens à Rome au temps de l'Empire. Et on disait, du moment on les détestait, mais on les admirait. Et les Anglais, il ne manque pas une occasion de critiquer l'Angleterre, cette chiffonnière de l'océan, dit-il, ramassant les îles dès qu'elle en trouve pour le jeter dans sa hotte. Mais en même temps, il admirait les Anglais. Il a tracé des portraits d'Anglais extraordinaires. Phileas Fogg, Lord Glenarvan, le capitaine Hatteras, tout ça, c'est le premier ordre. Et puis un autre biographe qui, un petit peu plus tard, vous a initié, c'est André Mauroy. Oui, André Mauroy, je l'avais connu, rencontré brièvement à Marseille, quand il était venu faire une conférence, et j'avais acheté sa biographie de Proust, qui était remarquable. C'était la première vraie biographie de Proust depuis la mort de l'écrivain. Et j'ai toujours gardé un très bon souvenir de lui, et quand j'ai commencé à publier, que j'ai publié un premier livre de nouvelles, il a été aussitôt très paternel, très gentil. Il m'a fait prendre dans la sélection
du livre du mois, ce qui était quand même un honneur imprévu. Donc, je suis resté très fidèle à Mauroy, j'ai lu toutes ses biographies, et j'ai un peu suivi sa piste, enfin, sa façon de procéder, et notamment en allant sur les lieux où sont passés ses héros, et son écriture. Parce qu'il avait une écriture délicieuse, et c'était un peu ce que je lui reprochais. Il rendait ses héros, malgré leur caractère, il arrivait à adoucir les angles. Oui, vous écrivez son art de peindre avec des couleurs agréables, oui. L'enfer particulier de ses héros. Mais c'est un art. C'est un art, vous avez raison. Mais c'est aussi un homme qui allait au fond de l'âme de ces sujets. J'en ai lu beaucoup des biographies de Mauroy, en peu de lignes, puisque ces biographies ne sont pas ces biographies américaines pesantes et lourdes. George Sand, Balzac sont des biographies importantes, elles sont épaisses. Il est allé sans savoir tout ce que l'on sait aujourd'hui, puisque Mauroy a écrit bien avant les recherches définitives sur George Sand, bien avant les recherches bazétiennes, et il s'est allé à l'âme. Il y a toujours, c'est ça qui est ennuyeux de la biographie, c'est qu'on n'a jamais percé jusqu'au bout le caractère, le cœur du sujet. Il y a toujours un espoir pour les futurs biographes. Il y a toujours des documents qu'on ressort. Et bien surtout et puis alors, le pire, c'est de les réinterpréter à la lumière, si vous voulez, de l'opinion publique. Oui, alors là, oui. Ça, c'est la faute de chronologie totale. Oui. On n'interprète pas. De les revoir avec la morale du temps présent pour juger la morale du 19e siècle. Oui, ça ne va pas. Alors, il y a ces biographies dont vous aimez les personnages. J'ai envie de dire Madame de Staël. Vous êtes triste quand vous quittez Madame de Staël. Parce qu'en fait, écrire une biographie, c'est un travail titanesque. Ah bah ça oui, pour Madame de Staël, c'est énorme. On vous demande d'écrire un Saint-Simon en 6 mois, et vous répondez, mais vous n'y pensez pas, il faut 6 mois pour tout relire. Exactement. Et puis, faire la biographie d'un mémorialiste, c'est pas facile. Non. On a l'impression de doubler, d'être obligé de répéter après lui les mêmes choses. Tandis que pour Madame de Staël, il y avait sa correspondance qui était passionnante, et c'est là où on voit les grands esprits. Chateaubriand était comme ça aussi. Ils ne peuvent pas faire une lettre, même banale, sans mettre leur sceau. Mettre une phrase. Oui. Madame de Staël écrivant un billet à son banquier pour lui demander de l'argent, elle ne peut pas, au lieu de demander simplement qu'on lui envoie, si vous voulez, un chèque, elle avait un banquier à Londres, je crois, et un banquier en Amérique, et elle dit, ayez pitié d'une pauvre orpheline chargée d'enfants. Quand on sait la fortune que Necker lui a laissée, la pauvre orpheline qui avait 40 ans à l'époque chargée d'enfants, ça fait rire. Mais c'était ça qui est drôle. Un autre personnage que vous avez beaucoup aimé et admiré, c'est Lesseps. Ah oui, alors je me suis tout à fait, je ne dirais pas identifié à Lesseps, mais un jour quelqu'un m'avait demandé, il y avait eu une grande réunion proustienne chez une amie, avec l'éditeur des lettres de Proust, de Philippe Kolb, et on m'avait demandé ce que j'aurais préféré être. Et si j'aurais voulu être Proust et avoir cette gloire énorme toujours, qui va toujours en augmentant, j'avais dit non, j'aurais préféré être Lesseps. Ça ne m'étonne pas. Oui. Et alors, vous racontez, ça c'est très amusant, parce que tous les récits autour de chaque biographie sont très intéressants. Vous racontez que vous allez au Caire et qu'il n'y a pas peu de souvenirs de Lesseps, parce qu'on ignore Lesseps. Alors, en Égypte, après la chute de la monarchie, le nom de Lesseps est devenu un nom à ne pas prononcer. On a déboulonné sa statue. Enfin, maintenant, il y a un redressement. Les Égyptiens intelligents savent très bien ce qu'ils doivent à Lesseps. Ce sont les mouvements populaires, ça. On a fait de Lesseps un apôtre du colonialisme. Or, c'était tout le contraire. Lesseps n'a jamais été un colonialiste. Il a, au contraire, contribué à la prospérité de l'Égypte en créant justement ce canal d'eau douce qui a permis de fertiliser le désert. Et en fait, il a donné une province à l'Égypte en dehors du canal de Suez. Bien sûr. Et il a toujours été extrêmement respectueux de la religion musulmane, puisque dans tous ces chantiers, il y avait, pour les travailleurs, il y avait trois édifices religieux, une église catholique, une mosquée et une église grecque, je crois, oui. Oui, ou copte.
Oui. Ou copte, oui. Enfin, copte, Non, les coptes sont des oui, catholiques. oui. Non, les Grecs, beaucoup de travailleurs qui venaient de Oui, Dalmatie, oui, oui, enfin, oui, oui. les orthodoxes Oui, qui oui, venaient orthodoxes, voilà, Oui. voilà. Alors, un autre grand personnage que vous avez approché, qui est la comtesse de Ségur. Oui, Et vous, là, elle va avec Jules Verne. Pour moi, c'est l'épouse mystique de Jules Verne, hein, la comtesse de Ségur. alors, cette comtesse, en fait, vous réalisez que le personnage important de chez la comtesse, c'est son père. Eh bien, j'ai été pris. Je me suis dit, il faut quand même étudier son enfance. Et quand j'ai découvert le personnage de Rostopchine, je me dis, au fond, si j'avais les moyens, c'est la vie de Rostopchine que je ferais. C'est un homme d'esprit qui est très drôle, qui écrivait un français parfait, qui a vécu en France d'ailleurs. Parce qu'après l'incendie de Moscou, c'est le tsar qui lui avait demandé de brûler Moscou pour en chasser Napoléon. Oui. Mais après, le tsar, avec cette faiblesse des grands souverains, n'a pas voulu endosser la responsabilité devant tous les gens qui avaient tout perdu. Oui. Et c'est le pauvre Rostopchine qui a subi l'opprobre de ses compatriotes. Oui. Et c'est pour ça qu'il s'est éloigné, il est parti pendant plusieurs années. Il a vécu en France très longtemps. Et donc, c'est comme ça qu'il a marié. La comtesse rencontre... Mais ce qui est amusant, c'est de marier sa fille à un Ségur, alors que les Ségur avaient fait la campagne de Russie. Le meilleur récit de la campagne de 1812 en Russie, c'est le général de Ségur. Il a laissé un récit qui ça lui a donné l'Académie française, d'ailleurs, son récit. Le destin a des fantaisies, quand même. Oui. Le destin a des fantaisies. Alors, ça, ce sont des personnages que vous aimez, que vous admirez, enfin, que vous célébrez. Il y a deux personnages qui s'appellent Proust et Chateaubriand, excusez du peu, que vous avez quand même traités de haut et que vous avez remis à leur place. Vous faites votre Henri Guillemin, c'est Henri Guillemin qui écrivait... Henri Guillemin, oui, il dénigrait systématiquement un peu. Il faisait des biographies Il m'avait dénigré mon équerre, ah oui, oui, dans une émission à la télévision suisse, et il avait dénigré mon équerre. Mais c'était systématique chez lui. Moi, je rends hommage à ce qu'il y a comme talent et même comme génie dans Chateaubriand et dans Proust, mais je dois reconnaître que c'était des personnages insupportables. Voilà. Vous savez, entre l'écrivain et l'homme privé, alors que Mauroy, par exemple, était un personnage délicieux, aussi bien dans la vie privée, dans la vie publique, que dans ses livres. Alors que Chateaubriand, qui est un monument, même pas d'orgueil, de vanité, tous les contemporains de Chateaubriand, tous les hommes le détestaient. Les femmes étaient subjugués, mais tous les hommes n'aimaient pas Chateaubriand. Et Proust, il suffit de lire sa correspondance pour voir une certaine mentalité de Proust qui était effarante. Alors vous écrivez d'ailleurs que Proust, c'est pas vous citez plutôt un personnage qui écrit que Proust a créé une cathédrale de haine. Oui. Pourquoi? Oui, parce que j'avais hérité des papiers de Philippe Jullian et il y avait dans ces papiers une lettre de François Chapon, très intéressante sur la recherche du temps perdu, et disant qu'il avait toujours cherché à diminuer tous les personnages qu'il peignait. De l'aristocratie. Oui, de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie. Dont il n'était pas. Et il disait, en fait, il a fait de la recherche une cathédrale de haine. J'ai trouvé l'expression tellement juste que j'ai écrit à François Chapon pour lui demander la permission de la citer. Il me l'a donné aussitôt très aimablement. Mais il détestait un monde où il se sentait naturellement exclu, et quand il y était reçu, il pensait, c'est très subtil ce qu'il pensait, mais il pensait qu'on le recevait un peu par pitié ou par charité ou par inadvertance. Donc il a toujours gardé une espèce de rancœur vis-à-vis de la haute société, dans laquelle il n'est pas rentré d'ailleurs, c'est ce que j'essaie de prouver. Bien sûr. Vous soulignez aussi sa volonté d'être malade, en fait. C'est-à-dire, il s'est laissé aller. Ouais. Il avait un frère médecin qui lui a donné des conseils, qui était bien placé, le docteur Proust. Il faut dire aussi, je fais une parenthèse, mais la famille Proust mourait de honte. Et après la mort de Proust, sa belle-sœur, la femme du docteur Proust, a tout liquidé. On trouvait dans les poubelles des manuscrits, des lettres. Enfin, il y a des collectionneurs avisés qui ont ramassé ça dans les poubelles et ils se sont fait de très belles collections. Mais le Proust était très mal vu. Et il y avait même une lettre chez Gallimard de Robert Proust demandant pour l'honneur de la famille de suspendre la publication de la recherche du temps perdu. Et la lettre a disparu depuis. Et plusieurs personnes l'avaient vu. Oui.
vous gardez tout de même les prodigieuses descriptions de Proust, cette espèce de style extraordinaire. Ah mais il y a des passages merveilleux. Et puis alors, la psychologie est étonnante, la psychologie est remarquable. Il a créé un instrument, enfin la recherche, il a vu la recherche comme un instrument, si vous voulez, astronomique, une lunette d'approche pour pénétrer les secrets du cœur humain, de la psychologie. C'est remarquable. Mais c'est la trame générale du récit, d'ailleurs. Proust, qui était quand même extrêmement intelligent, s'était aperçu à la fin de sa vie que la recherche était trop longue. Et il voulait couper, il voulait Ah, il voulait faire un digest. Oui. Et alors il avait commencé, je crois, pour était-ce Gilbert Retrouvé, bon, il avait redicté en coupant énormément. Et puis la mort l'a empêché de... Mais la recherche du temps perdu gagnerait à être émondée, évidemment. Toutes ces répétitions sur Rachel Camp du Seigneur, sur les sculptures de l'église de Dives, ça revient perpétuellement. Il y a une espèce... C'est comme le ressac de la mer. Quand on lit la recherche, ça n'est pas ça. On entend perpétuellement ces choses qui reviennent. Non, il faut... un de vos oncles vous dit, quand vous êtes très jeune, pour lire Proust, il faut attendre d'être à l'hôpital ou en prison. Oui. Il faut beaucoup de temps. Oui. Non, c'est... Sauf pour ce livre délicieux que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Les travaux et les jours ». qui est un recueil de nouvelles. Oui, c'était son galop d'essai. Qui est très précieux. Oui. Si on veut initier quelqu'un à l'écriture de Proust, il faut lui donner les travaux et les jours. Il a fait beaucoup de chroniques. Ce qui était étonnant, c'est qu'il ait pu, en si peu d'années, en fait, il faut dire qu'il faisait que ça. Mais quand on voit les manuscrits de la recherche du temps perdu, c'est colossal. Quand on voit toutes ces chroniques au Figaro, quand on voit toutes ces lettres, quand j'ai la correspondance de Proust, je m'en suis séparé, mais je l'avais complète. Je crois que ça fait 24 volumes. Oui, c'est un travailleur 24 volumes acharné. Pour quelqu'un qui est mort relativement jeune. Oui, un travailleur acharné. Alors, lui non plus n'avait pas le temps de pêcher. Une anecdote, alors, je ne sais pas si je l'ai mise dans ce livre, mais un jour je signais mon livre sur Proust à Cabourg, où il n'y avait que des gens du métier pour la table à côté de moi. Oui. Et alors une jeune fille s'approche et me dit « Ah, vous avez écrit un livre sur Proust, vous l'avez connu ?» Alors lâchement, pour vendre un livre, c'est tellement difficile de vendre un livre maintenant. Je lui dis oui, je l'ai connu, il a été très gentil avec moi. Alors je le prends. Alors elle l'achète, puis je me tourne vers mon voisin qui était un universitaire et qui avait fait un livre sur Proust en Normandie. Je lui dis, vous avez vu cette jeune fille? Elle m'a demandé si j'avais connu Proust. Je lui dis, bah oui, vous l'avez connu. À l'époque, quand ça a apparu, j'avais, je sais pas moi, 65 ans. Donc, oui, ce qu'il faut faire. Alors, une grande partie du bonheur de lecture de ces livres, des livres de Ghislain de Diesbach, chers téléspectateurs, c'est son humour. Parce que Ghislain a un humour extraordinaire, tranchant et drôle. Dans les derniers livres que vous avez publiés, qui est alors Une éducation manquée, qui vos souvenirs, le goût d'autrui, Gare Saint-Charles, Marseille. On a l'impression que c'est maintenant vous-même le sujet de vos biographies. Je n'ai plus. Ça m'évite de faire des recherches. Quand vous faites une biographie comme vous avez tous les documents chez vous. Oui, et alors, ce qui est amusant, c'est qu'une dame très aimable qui suivait mes livres, et quand j'ai publié un premier livre de souvenirs sur ma jeunesse, m'a dit, monsieur, c'est très intéressant, mais vous ne citez pas vos sources. Je lui dis, mais madame, la source, c'est moi. Quand le préfet de discipline du collège me flanquait une paire de claques, j'avais pas un huissier pour constater qu'il m'avait flanqué une paire de claques. Je n'ai pas de source. Je suis la source. Et alors je me demande justement pourquoi ne demande-t-on pas à madame de Motteville ou à Saint-Simon de citer leurs sources? Il n'y a plus de raison de s'arrêter. Enfin... Vos livres sont vraiment une résurrection d'un monde, la résurrection de grands génies, de grands talents. La vie des autres, souvenir d'un biographe. Alors, c'est publié à la bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg en Suisse. Mais un petit tuyau, vous écrivez ou vous allez, si vous êtes parisien, à la librairie Galignani. C'est la seule qui est rue de Rivoli. De toutes les façons, c'est un bonheur d'aller dans cette librairie. À côté d'Angelina. À côté d'Angelina, exactement. Et sinon, vous téléphonez ou vous
tapez sur Internet, Oui, et vous passez par eux À pour Galilée, ce sont eux qui ont pour le acquérir dépôt. ce livre. Oui. Et puis, on ne l'a pas évoqué, mais vous êtes très amusant avec ce qu'on appelle le personnel de l'édition, qui va des éditeurs aux attachés de presse, en passant par les correcteurs, les correcteurs qui Parlons-en des mettent correcteurs, Rubicon oui. avec un D, Oui. les éditeurs qui baissent vos avaloirs ou vos pourcentages comme ça du fait du prince, et les attachés de presse qui n'ont pas le temps de s'occuper de vous parce que Il y en a d'excellents. parce que mais elles à sont Paris, elles sont la pas- vie est elles sont pas- merveilleuse. Elles ne sont pas toutes bonnes. Elles non. sont rares, les excellentes. Et là aussi, c'est très très drôle et ce n'est pas évident de publier un livre. C'est une affaire très compliquée. Tant qu'on est seul à la maison, tout va bien. Mais après, Les ennuis commencent à la sortie du livre. à la sortie du livre. Voilà. Les éditeurs vous disent eux-mêmes, mais c'est à vous de vous en occuper, faites des conférences, allez le vendre, débrouillez-vous. Non, c'est le rôle de l'éditeur, c'est pas le rôle de l'auteur. Et je terminerai sur cette anecdote qui me plaît infiniment. Ce très vieil éditeur d'un autre siècle, vous vous étonnez parce que votre livre n'est pas en librairie et il vous répond « Vous n'y pensez pas, ça l'abîmerait ». Merci beaucoup, Guylain de Diesbach. La vie des autres, souvenir d'un biographe. Et au prochain livre? Oh, plus maintenant. Vu Si, mon si, âge, si, vu mon âge, ce sera un livre posthume. Si. Non, Oui. non, pas du tout. À très vite. Merci, Guylain de Diesbach. Merci Anne. Chers amis de TV Liberté, à la semaine prochaine. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous partons au domaine de poésie avec un maître en la matière. Bonjour Yves Tarantic. Bonjour madame. Vous êtes poète et vous êtes grand amateur de Jean de La Fontaine. Vous travaillez à sa renommée en étant administrateur de l'Association des Amis de Jean de La Fontaine, Jean de La Fontaine, exactement. qui publie un très beau, on va quand même le montrer, Ouais. un très beau document, une revue. Très copieuse. Très copieuse et très intelligente. Oui. Et nous allons évoquer cette pièce que vous avez écrite, L'ivresse des sens, Oui. où La Fontaine et les siens. Et c'était une création pour le festival La Fontaine de Château-Thierry, où il y a un musée, Oui. où il y a beaucoup de choses à visiter. Oui. J'ai été rechercher le trésor de l'Hôtel Dieu, C'est ça. qui est C'est la même, oui. une pure merveille avec des faïences de très grande beauté. Oui. Alors, c'est une comédie récitale avec de grands acteurs comme Philippe Lejour, Jean-Philippe Azéma, Daniel Carton, Julie Desmet, Catherine Gendre Oui. et Philippe Lejour dans le rôle de Jean de La De Fontaine. La Fontaine. Oui. Et mon rêve un jour, je vous le partage avec vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, c'est que cette pièce soit jouée ici. Ça serait merveilleux. Écoutez, Ou dite, en tout vous cas. dites, oui. Alors, vous nous emmenez dans les faubourgs de l'Olympe. Ça Oui. commence comme chez Offenbach, en fait. Ah bon. Oui, j'ai pris quelques libertés avec la réalité, puisque, en effet, dans les faubourgs de l'Olympe, je mets en présence Ésope, Oui. le fabuliste ou l'apologiste bien connu, qui aurait vécu au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, sa femme Mémoire et 3 de leurs filles qui sont des muses. Oui. Alors, et Jean de La Fontaine, et 2 de leurs filles, pardon, qui sont des muses, et Jean de La Fontaine. Il y a 5 personnages en tout. Alors, dans la réalité, le père des muses, c'est Zeus, et la mère, c'est Aphrodite, n'est-ce pas? Moi, j'ai mis la déesse Mémoire et Ésope, voilà. Et donc, 5 personnages sont en présence et vont discuter, pour démarrer, pour commencer la pièce, des mérites relatifs d'Ésope et de La Fontaine. Voilà, parce que vous défendez La Fontaine de certaines attaques. Hein. Oui. Enfin, voilà, des attaques, en tout cas des minorations qu'on fait, puisque j'ai entendu très souvent dire La Fontaine, mais il a copié les fables d'Ésope. Bon,
Alors, dans la 4e de couverture, d'ailleurs, je mets « Quand un forgeron fabrique une magnifique épée ornementée, dira-t-on qu'il a copié sur la barre de métal ou le minerai à partir duquel il a créé son chef-d'œuvre ?» Non, bien sûr. La Fontaine part de petits textes en prose, peut-être en dirons-nous un ou deux si nous avons le temps, Oui. et il les magnifie, il les transforme, et il en fait ce que nous connaissons, c'est-à-dire des fables qui traversent les siècles. Puis de toute façon, c'est un peu stupide comme remarque, parce que c'est le propre de toute la création, qu'elle soit musicale ou artistique ou picturale. C'est comme si on disait que Mozart a tout volé à Haydn, Ouais. ou Molière aux auteurs espagnols, et Corneille, comme on l'a dit. et Corneille et tout ça. Bon, enfin, je veux dire, la création, Oui. elle trouve son inspiration Voilà. derrière elle. Voilà. Nous sommes Mais, des nains sur les épaules de géants, n'est-ce mais pas? à notre époque, l'idée de devoir quelque chose à un ancien, c'est vilain, pas bon. insupportable. C'est pas bien, pas bien. Insupportable. On Il doit faut être tout capable, réinventer. tout seul, de trouver. En fait, c'est une réaction d'enfant de 5 ans. Je veux faire les choses Ouais. tout seul, Voilà. maman. On peut dire ça, oui. Alors, c'est très intéressant parce que vous mettez en effet en rapport les textes d'Ésope et La fable correspondante. les textes d'Ésope sont extrêmement resserrés. Le lion amoureux et le paysan. Un lion se prit d'amour pour la fille d'un paysan et la demande en mariage. Comme le père répugnait autant à donner sa fille à une bête sauvage qu'il craignait de lui opposer un refus, il imagina ce qui suit. Il déclara au lion qui le pressait avec insistance qu'il le considérait digne d'épouser sa fille. Il la lui donnerait donc à une condition, qu'il s'arracha les dents et se rogna les griffes, car la jeune fille en avait peur. Le lion s'y résigna facilement, il était amoureux. Mais il n'obtint en retour que le mépris du paysan qui, lorsqu'il se présenta, le chassa à coups de bâton. Cette fable nous enseigne que si tu te fiant à autrui, tu renonces à tes prérogatives, et ça c'est la morale de La Fontaine qui arrive. Et La Fontaine, tu lui, renonces à tes prérogatives, alors ça continue. Tu deviens une proie facile pour ceux qui jusque-là te craignaient. Oui. Voilà. Et puis La Fontaine, lui, c'est amour, amour. Quand Voilà. tu nous tiens, on peut bien dire adieu, prudence. C'est la conclusion de sa fable, Le lion amoureux, Ça, c'est très, très joli. qu'il avait dédié à la belle mademoiselle de Sévigné, qui était une très belle personne, puisque même le roi l'a remarqué, Louis XIV, mais semble-t-il était un peu froide. Elle a épousé un monsieur de Grignan. Ou seulement connaissait. résistante, comme on dirait aujourd'hui. Je n'étais pas là, donc je ne sais pas, mais en tout cas, tout le monde en était amoureux, y compris La Fontaine. Alors, vous-même, vous avez écrit des fables et vous en avez écrit une très jolie, La cigale et la fourmi. Et alors, j'aimerais vous l'entendre dire, parce que vous la dites très bien, puis qu'elle est très jolie, elle est très marrante. Alors, la cigale... Pardon. J'en ai fait plusieurs sur la cigale. Je vais ouvrir le livre pour faire le souffleur. Non, mais ça va, j'ai pas besoin. L'hiver étant achevé, la fourmi fut confrontée aux 1000 travaux d'hiver dont on ne saurait s'abstraire. Un matin, qu'elle s'échine, avec balais et chiffons alentour de la maison, surgit une limousine et son chauffeur en livrée. Barésie, rouge baiser, turban de soie aigrette et long fume-cigarette. Tapoté négligemment, devinez qui la surprend? C'est vous. Ah, je vous croyais morte, dit la fourmi froidement. Quand j'ai refermé ma porte, j'ai pleuré, les pauvres gens. C'est vrai, j'ai eu faim et froid, et j'ai cru mourir d'effroi. J'ai minci, dit la cigale. Désormais, je me régale, car j'ai suivi vos conseils. Je danse et chante aujourd'hui. Dès demain, je me marie. Un cigalon plein d'oseille m'a promis monts et merveilles, et je pars vivre au soleil dans un château andalou. C'est à vous que je dois tout, ne vous mettez plus en frais, vous en avez assez fait. Jouissez de votre labeur, je subirai mon bonheur. Là-dessus, elle se cale sur les coussins de velours, et 300 chevaux d'étal
l'emportant vers ses amours. La fourmi est en alarme et saisissant son balai, s'écrie à travers ses larmes « La Fontaine, je te hais !» Voilà. J'adore cet éloge de la danse et du chant. Alors, en face du travail acharné. Dans la pièce, La Fontaine enchaîne en disant « Ah, je te hais, tiens, voilà une façon de dire je t'aime à laquelle je n'aurais pas pensé. » Parce qu'évidemment, c'est un compliment pour La Fontaine. C'est très vivant et c'est très joli. Alors, il y a aussi des petites fables coquines. Ah, de temps en parce temps, que, on parce effleure. que l'époque s'y prêtait et il n'y avait pas de loi qui... il n'y avait pas de loi qui enfreignait. Il y avait la ces censure penchants. royale, mais enfin, quelquefois, elle était peut-être moins sévère que la censure républicaine. Alors, il y a deux autres... Vous citez deux autres poètes qui écrivent des... Il y a Jean Anouilh, qui a écrit tout un petit livre de fables qui est publié chez Folio. Oui. Et puis, il y a Philippe Martineau, qui écrit des jolies fables aussi amusantes. Un peu caustique, d'ailleurs, sur le sens... oui, il est très caustique. Proche de ce que peut faire Jean Anouilh. Oui, très caustique. Oui. Voilà, Philippe Martineau, donc qui est présent dans cette pièce. J'ai mis deux, puisque on parle d'abord d'Ésope et de La Fontaine, et ensuite je parle puisque ça s'intitule, ça se sous-titre La Fontaine et sien, je parle des suivants. La Fontaine a beaucoup d'écrivains qui l'ont précédé, de fabulistes, beaucoup, puisque puis le 5e, 6e, peut-être même 9e siècle avant Jésus-Christ, avec les fables indiennes, mais il a aussi des continuateurs aujourd'hui, nombreux. Oui. Bon, alors avec plus ou moins de bonheur, bien sûr. C'est là où on voit la richesse d'un personnage, c'est quand il est, il a des disciples à travers les siècles. Tout à fait. Alors vous rappelez dans la dernière page que on avait tous les deux mis en scène lu votre scénario à Radio Courtoisie un soir dans votre émission Les Tréteaux de la France courtoise. Et que donc, si les téléspectateurs voulaient l'entendre, pour la jouer à leur tour, parce qu'en fait, il y a beaucoup de compagnies de théâtre qui cherchent des sujets, et c'est un très joli sujet. C'est le grand bonheur d'un auteur d'être interprété. Donc, eh bien, vous n'avez qu'à demander, vous n'avez pas les références de la date où ça a été... la date, non. Mais, vous téléphonez. On peut tout simplement et puis me demander d'envoyer L'ivresse d'essence. L'ivresse d'essence, qui est édité chez Thierry Sajat. Et on l'écrit 5 rue des Fêtes, 75 019. Voilà, ça c'est l'adresse de l'éditeur, mais on peut aussi me le demander, soit par téléphone, 06 20 78 80 79, soit à mon adresse internet, Yves Tarantic tout attaché, alors Yves le prénom, YVES, TARANTIK, @gmail.com. Et je me ferai un plaisir de l'envoyer à ceux qui me le demanderont. Très, très bien. Sinon, on le trouve sur Internet. On peut l'acheter sur Internet. Non, on peut l'acheter chez Sajat. Parce qu'il vaut 10 €. C'est tout de même un achat très modeste. Très modeste. Alors, on va terminer cette émission. D'habitude, c'est Laurent Studer qui nous lit des fables de La Fontaine. Et là, nous allons lire Le villageois et le serpent, qui, vous allez voir, est très, très actuel. Donc de Jean de La Fontaine, de Jean de La Fontaine. Ésope conte qu'un manant charitable, autant que peu sage, un jour d'hiver, se promenant alentour de son héritage, aperçut un serpent sur la neige étendue, transi, gelé, perclus, immobile, rendu, n'ayant pas à vivre un quart d'heure. Le villageois le prend, l'emporte en sa demeure, et sans considérer quel sera le loyer d'une action de ce mérite, il l'étend le long du foyer, le réchauffe, le ressuscite. L'animal engourdi sent à peine le chaud, que l'âme lui revient avec la colère. Il lève un peu la tête, puis siffle aussitôt, puis fait un long repli, puis tâche à faire un saut contre son bienfaiteur, son sauveur,
et son père. « Ingrat, dit le manant, voilà donc mon salaire. Tu mourras. » À ces mots pleins d'un juste courroux, il vous prend sa cognée, il vous tranche la bête, il fait 3 serpents de 2 coups, un tronçon, la queue et la tête. L'insecte, sautillant, cherche à se réunir, mais il ne peut y parvenir. Il est bon d'être charitable, mais envers qui? C'est là le point. Quant aux ingrats, il n'en est point qui ne meurent enfin misérables. Voilà. Alors, il ne faut pas faire un grand effort d'imagination pour faire une translation dans le monde d'aujourd'hui. Juste, je vais relire un vers. Le manant, alors le manant, c'est l'équivalent du paysan à l'époque, hein, charitable autant que peu sage, voilà, et sans considérer quel sera le loyer, ce manant un peu charitable, mais qui réfléchit pas très loin, et voilà. Et l'animal engourdi sent à peine le chaud que l'âme lui revient avec la colère. Il a une colère en lui, cet animal. Il peut pas s'en défaire, voilà. Merci pour cette petite chronique politique. Ben, je ne sais Yves pas. Tarantic. La politique, c'est l'art de la gestion de la cité, n'est-ce pas? Je redis, alors, l'ivresse d'essence, Oui. ou La Fontaine et les siens, avec édité chez Thierry Sajat, 10 €, avec la participation de Philippe Lejour, Jean-Philippe Azéma, Daniel Carton, Julie Desmet, Catherine Gendre, et dans le rôle de La Fontaine, Philippe Lejour, voilà. qui est très bien joué. Est-ce que je peux rappeler qu'il existe une société des Amis de Jean de La Fontaine, alors qui n'est pas du tout, elle, politisée, hein. Non, c'est une revue littéraire de très haut niveau. Ça a été fondé par une dame qui s'appelait Colette Prieur, à qui nous devons le musée de La Fontaine à Château-Thierry, et par Marc Fumaroli, et c'est géré aujourd'hui par un professeur de la Sorbonne qui s'appelle Patrick Dandré. Et Patrick Dandré, si on veut tout connaître de la fable, dans les éditions Gallimard, les petites collections là, très jolies, je ne sais plus comment ça s'appelle cette collection, il a fait à La Fontaine où il y a tout. Tout. Ouais. Il faut rappeler que les fables viennent d'être publiées avec un appareil critique extraordinaire. Vous m'avez dit, je ne l'ai pas encore acheté, oui. Et notamment toutes les fables d'Ésope, Ouais. dans la collection Bouquins à la Fond. Ouais. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Yves Tarantic. Merci Anne Brassé. Et donc, on poursuit, on caresse ce délicieux projet de faire jouer l'ivresse d'essence à l'écran de TV Liberté. Je suis votre homme, comme disait ma grand-mère. Merci. Merci à nos téléspectateurs. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre chronique de Perles de Culture.